2010, ce continent africain a connu une croissance économique moyenne du produit intérieur brut de 5,5%. À titre de comparaison, aux États-Unis, la croissance était de 1,6%, dans la zone euro de 1,2%, dans le groupe des émergents 3,7% au Brésil, 5% en Russie, 7,5% en Inde, 10,5% en Chine. Et si on regarde les 10 économies affichant la plus forte croissance sur cette période, 6 se trouvaient en Afrique: l'Angola, le Niger, l'Éthiopie, le Tchad, le Mozambique, le Rwanda. Alors ces taux de croissance que l'on voit sont impressionnants, mais attention, il ne faut pas confondre croissance et développement. D'autre part, il faut distinguer l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, la croissance est plutôt en berne, conséquence des printemps arabes, et aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud est la première économie du continent. Elle dispose de ressources naturelles, d'un secteur manufacturier, de services financiers développés, d'infrastructures du transport, et elle pèse pour 30% dans le PIB de l'Afrique subsaharienne. Selon le FMI, l'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance de 5,5% en 2013, 6,1% en 2014 et pourrait ainsi relayer l'Inde et la Chine comme l'un des moteurs de la croissance économique mondiale. Très bien, mais quels sont les facteurs qui expliquent cette croissance? La première réalité à prendre en compte, c'est la démographie. En 2005, la région comptait 770 millions d'habitants. En 2050, elle pourrait compter 2 milliards d'habitants. Conséquence, les Africains, qui représentaient 12% de la population mondiale active en 2005, en représenteront alors 22% en 2050. Les Chinois en représentaient 22% en 2005, ils n'en représenteront plus que 14,5% en 2050. La population de l'Afrique subsaharienne est concentrée dans les zones urbaines. Vous voyez ici les agglomérations de plus de 2 millions d'habitants en 2010. Lagos, au Nigeria, et Kinshasa, capitale de la RDC, sont les deux plus grandes villes d'Afrique subsaharienne. Lagos va passer de 10 millions d'habitants en 2010 à 16 millions en 2025. Kinshasa de 9 millions en 2010 à 15 millions en 2025. Elles deviendront alors les deux plus grandes mégapoles d'Afrique devant le Caire. En 2030, le taux d'urbanisation de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 50%. On a donc une population qui augmente rapidement, qui est jeune, qui est urbaine. C'est pourquoi il y a un marché intérieur plutôt dynamique. Mais en plus, il y a une nouvelle classe de consommateurs qui émerge. En 1980, en Afrique, 111 millions de personnes appartenaient aux classes moyennes. En 2010, c'est 313 millions de personnes, soit 3 fois plus, ce qui représente à peu près un tiers de la totalité de la population du continent. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana figurent parmi les pays dont les classes moyennes sont en pleine croissance. Et ces classes moyennes, dont le pouvoir d'achat oscille entre 2 et 20 dollars par jour, sont autant de consommateurs potentiels pour les entreprises locales. On a donc l'émergence d'un capitalisme proprement africain qui investit lui-même sur le continent. Autre facteur de croissance, les investissements étrangers. En 2011, les IDE vers l'Afrique subsaharienne s'élevaient à 37 milliards de dollars, contre 116 milliards de dollars vers la Chine la même année. Les 4 principaux pays destinataires sont le Nigeria, le Ghana, le Congo, qui sont des pays producteurs de pétrole, et l'Afrique du Sud, qui est donc, on l'a vu, la première économie du continent. Les IDE sont donc tournés vers les matières premières, et plus particulièrement vers les hydrocarbures et les mines. 5% des ressources mondiales en pétrole sont localisées en Afrique subsaharienne, et les réserves prouvées ne cessent d'augmenter depuis 2 ou 3 décennies. La majorité de la production est concentrée au Nigeria et en Angola, qui représentent respectivement 3% et 2,1% de la production mondiale, et ces deux pays n'ont pas encore atteint leur pic pétrolier, à la différence de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville et du Cameroun. Les investissements étrangers vont également dans les mines.
Le continent détiendrait environ 30% des réserves minérales de la planète. Plus précisément, 75% des réserves en diamants, 40% des réserves en or, 60% du cobalt, particulièrement localisé en RDC, 80% du chrome, 30% de la bauxite, surtout en Guinée, 60% du manganèse, 85% du platine, particulièrement en Afrique du Sud. De plus, l'Afrique est bien positionnée dans la bataille des terres rares et plusieurs projets ont été lancés à travers le continent. Les investissements étrangers s'orientent également vers d'autres secteurs, notamment celui des services, comme l'électricité, l'immobilier, le commerce, l'industrie et les télécommunications. Regardez cette carte qui montre le taux de pénétration de la téléphonie mobile en 2012. Par exemple, au Ghana, à la fin des années 90, seules 50 000 lignes téléphoniques fonctionnaient dans un pays de presque 20 millions d'habitants. Eh bien aujourd'hui, 3 habitants sur 4 ont accès à un téléphone portable. Dans toute l'Afrique subsaharienne, en 2013, 60% de la population possède un téléphone portable. Et cette révolution du mobile entraîne des effets économiques induits. Les paiements mobiles permettent d'effectuer des transferts financiers rapides, là où les banques sont à peine présentes. Les agriculteurs ont désormais accès à des informations sur les marchés, ce qui leur permet de mieux négocier avec les intermédiaires. On le comprend, l'Afrique subsaharienne bénéficie d'une conjonction de facteurs économiques plutôt favorables. Mais est-ce que ce dynamisme économique permet de faire reculer la pauvreté ? Regardez ce graphique qui reprend la croissance du PIB en Afrique subsaharienne entre 2005 et 2010. Et regardez maintenant la croissance du PIB par habitant. On constate que ce dernier augmente beaucoup moins vite que les PIB nationaux. Allons voir précisément à l'échelle nationale. Le PIB par habitant en Éthiopie est de 357 $, c'est l'un des plus faibles au monde, alors que ce pays est un pôle de croissance dans la région, notamment grâce aux exportations de café et de l'or. Le Nigeria pourrait passer devant l'Afrique du Sud comme première puissance économique régionale. Or, le PIB par habitant y est de 1 500 $, et le pays est marqué par les tensions sociales et l'instabilité politique. En Zambie, le PIB par habitant n'est que de 1 400 $, alors que les ressources en cuivre soutiennent une croissance forte et durable, et la privatisation du secteur minier n'a pas profité à la population zambienne. Dans les pays d'Afrique subsaharienne riches en ressources naturelles, les compagnies étrangères bénéficient de conditions attractives, elles y favorisent la croissance, mais les retombées en termes de développement, en fait, sont assez faibles. Par exemple, les entreprises chinoises amènent souvent leur propre main-d'œuvre sur le continent africain. Donc la croissance économique a en fait beaucoup moins réduit la pauvreté en Afrique subsaharienne que dans le reste du monde. Aujourd'hui, la région concentre 30% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté, alors qu'il y a 30 ans, elle n'en abritait que 11%. De plus, si l'Afrique subsaharienne relaye l'Inde et la Chine comme l'un des moteurs de la croissance économique mondiale, qu'en est-il des intégrations économiques régionales ? En 2012, la Communauté de développement d'Afrique australe, la Communauté d'Afrique de l'Est, le Marché commun d'Afrique orientale et australe ont lancé un processus de négociation devant aboutir à un marché commun à l'horizon 2017. Il réunira 600 millions d'habitants, 26 pays, dont les 2 nations les plus riches du continent, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et l'Égypte, et l'une des plus riches en pétrole, l'Angola. Son PIB s'élèvera à quelques 1 000 milliards de $, soit 58% du PIB actuel du continent. Alors on l'a compris, tous ces éléments de croissance sont souvent liés aux matières premières, mais pas seulement. Il y a aussi une classe moyenne et des marchés de consommation qui, l'un et l'autre, sont en expansion. Cela dit, attention à la fiabilité des chiffres et des appareils statistiques. Ensuite, ne confondons pas croissance et développement, car les inégalités sont très marquées. Songez que 100 000 Africains détiendraient à peu près 60% du PIB du continent. Ensuite, vous avez des élites dirigeantes qui s'accrochent au pouvoir 20 ans, 30 ans, comme au Cameroun, au Burkina Faso, au Zimbabwe.
Il y a le chantier énorme de la corruption, de la gouvernance, des libertés individuelles, de la justice. Donc le développement africain ne se fera pas de façon linéaire. Mais derrière ces réalités qui sont multiples et ces défis immenses, j'ai voulu vous montrer que peut-être pour la première fois, le continent africain va cesser d'être un objet des relations internationales pour devenir un acteur à part entière, au même titre que l'Inde, la Chine ou le Brésil. Je vous signale la parution de 2 numéros spéciaux consacrés à l'Afrique, l'un chez Alternative Internationale, l'autre Courrier International. N'oubliez pas de lire la revue hebdomadaire Jeune Afrique. Et puis, je vous signale la parution de l'Atlas du monde contemporain, édité chez Armand Collin. Le dessous des cartes, à voir, à revoir sur Arte+7. Pour vous tenir informé des temps forts de l'actualité internationale, chaque jour, il y a Arte Journal. Et c'est dans un instant. Où irez-vous ce soir ? 20h au Bangladesh, en compagnie d'un médecin qui soigne dans un hôpital flottant. C'est dans Géo. 20h50 de Paris à New York pour découvrir l'histoire de la Statue de la Liberté née de l'obstination de Bartholdi. La Grande Guerre, vue par 3 très grands réalisateurs. Jean Renoir, La Grande Illusion. Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Frank Borzage, L'Adieu aux armes. Trois chefs-d'œuvre, La Grande Illusion, Les Sentiers de la Gloire et L'Adieu aux armes, demain et après-demain sur Arte. Vos soirées cinéma vous sont présentées par Swiss Life. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine. Tout de suite, vous vous étiez dit qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. C'est exact ? Oui, absolument. Le docteur Villers a-t-il tué sa femme ?